Bienvenue dans ce deuxième podcast avec la diaspora du Sénégal. Nous accueillons le professeur Ibra Sène. Les podcasts de Wati sont une plateforme d'échange et de débat pour les Sénégalais et les Sénégalaises hors du territoire sénégalais qui veulent contribuer à la circulation des idées pour le développement du Sénégal. Professeur Sène, depuis 12 ans, vous enseignez au Collège Fouste, situé en Ohio, aux États-Unis d'Amérique. Vous y êtes associate professor au département d'histoire. Quelles sont les opportunités et les contraintes d'être un chercheur sénégalais de la diaspora qui travaille sur le Sénégal? Pour ce qui est des opportunités et des contraintes d'être un chercheur sénégalais aux États-Unis, opportunités, il y en a, il faut le reconnaître. Les opportunités, c'est d'abord la possibilité de travailler avec des étudiants, des collègues enseignants qui sont de différents pays, de différentes disciplines. Cette interaction obligatoirement t'enrichit. Donc ça, c'est une grosse opportunité. L'autre opportunité également, c'est le nombre de Sénégalais avec lesquels on se rencontre ici aux États-Unis, qui sont dans différentes disciplines, dans différentes universités. Je crois que c'est une grande opportunité dans la mesure où, entre autres, si tu les rencontres, ce que tu vois, c'est non seulement les choses intéressantes sur lesquelles ces frères et sœurs travaillent, mais également la grande volonté, le grand amour qu'ils ont pour le Sénégal et la grande volonté qu'ils ont d'avoir une occasion de contribuer à l'effort de construction nationale. C'est une grande opportunité dans la mesure où, une fois que ces rencontres ont lieu, tu en sors inspiré, tu en sors vraiment encouragé. Mais dans le même sens, une autre opportunité qu'on a ici, c'est le fait de pouvoir rencontrer des frères et sœurs africains venant de différents pays africains qui travaillent sur différentes questions. Et ces rencontres t'inspirent et ce qui me concerne me renforce dans l'idée de l'importance de l'intégration africaine. Donc ça, c'est une grosse opportunité. Pour ce qui est des contraintes, une des contraintes majeures, évidemment, c'est d'être loin de son pays de naissance, de ses amis, de sa famille, même si je vais au Sénégal de temps en temps pour mes travaux. Ça, c'est une contrainte. L'autre contrainte, c'est le fait de devoir balancer la vie de famille parce que, également, même si on est des chercheurs, on est aussi des humains. La famille importe beaucoup. Donc, le fait de vouloir trouver l'équilibre entre les exigences professionnelles et la vie de famille, qui est aussi une exigence sacrée. C'est évident que ce type de contraintes allait certainement être les mêmes, même si j'étais dans une université sénégalaise. Avec votre expérience, vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi, malgré plusieurs productions académiques de grande qualité à leur actif, plusieurs chercheurs sénégalais de la diaspora estiment qu'ils pourraient avoir un impact plus important sur leur pays d'origine. Qu'est-ce qui explique ce sentiment? La plupart d'entre nous qui sommes ici aux États-Unis avons déjà fait nos études. Certains d'entre nous ont fait les études au Sénégal jusqu'à la licence, jusqu'à la maîtrise, et même certains jusqu'au doctorat. Certains, même un certain petit nombre, ont servi au Sénégal pendant 10 ans, 20 ans avant de venir aux États-Unis. Donc, c'est évident que le fait d'être ici, d'être loin du Sénégal, n'empêche pas tout ce beau monde-là de penser au pays. Et en plus, une chose aux États-Unis, c'est que l'universitaire qui a un poste dans une université et qui fait des recherches, qui enseigne, sa responsabilité, en tout cas théoriquement, sa responsabilité ne se limite pas dans le cadre strict de l'université. Les universités ici ont des missions d'enseignement, de recherche, mais également de ce qu'on appelle outreach et particulièrement de community engagement, c'est-à-dire l'université, le travail de l'université aussi en sens lorsque il va au-delà de l'enseignement, de la recherche, présenter des papiers à des conférences, publier, enseigner des étudiants, les encadrer, mais également faire des activités avec les communautés. Si je dis communauté, ça peut être différents types de comités, ça peut être des communautés éducatives, ça peut être des communautés paysannes, ça peut être différents types de communautés. En tout cas, des activités qui sont en dehors de l'université. Pour cette raison, on peut comprendre que beaucoup de
de nos collègues qui sont à l'étranger soient animés par ce désir de venir au Sénégal et de contribuer de différentes manières. Ils peuvent contribuer de différentes manières, soit dans nos universités publiques et privées, soit dans des organisations de la société civile, dans des organisations communautaires, etc., etc. Même dans le cadre des universités où ils travaillent, c'est quelque chose qui est encouragé. Par exemple, il y a des universités qui te soutiennent, qui donnent un financement pour mener ce type d'activité. Donc, et au-delà de ça, même si nos universités dans lesquelles nous travaillons ne prévoyaient pas cela, ne nous donnaient pas de ressources pour pouvoir mener de telles activités, nous sommes Sénégalais quand même. Et nous avons le même devoir moral de contribution à la construction nationale que chacun de nos frères et sœurs qui sont au Sénégal et qui travaillent dans le secteur public ou le secteur privé. Est-ce cela qui a conduit à la création d'un groupe d'études sénégalais aux États-Unis? Il a depuis été renommé en groupe d'études sénégambien. Pour ce qui est du Sénégambian Studies Group, elle a été créée par des collègues sénégalais qui sont dans différentes universités américaines, des collègues gambiens qui sont ici et des collègues américains dont le travail porte sur la région sénégambienne. Le Sénégambian Studies Group a été mis en place lorsqu'on s'est rendu compte que tout ce beau monde-là qui fait des recherches sur le Sénégal se rencontre chaque année à African Studies Association. African Studies Association, c'est une organisation qui regroupe tous les chercheurs qui se spécialisent sur l'Afrique. Ici aux États-Unis, l'organisation a une convention annuelle. Et au cours des dernières années, à chaque fois que la convention se réunissait, on s'est rendu compte que le groupe de Sénégalais, de Gambiens, d'Américains travaillant sur le Sénégal a commencé à grandir. Et on a décidé de nous regrouper au sein du Sénégambian Studies Group. Vous avez parlé de la contribution des chercheurs de la diaspora dans les universités publiques et privées sénégalaises. Comment peut-on développer des partenariats à bénéfice mutuel et à fort impact entre l'université sénégalaise et les chercheurs sénégalais de la diaspora? Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que comme j'ai dit il y a quelques minutes de cela, beaucoup de ces Sénégalais qui sont à l'étranger dans la diaspora, c'est des Sénégalais qui sont formés dans les universités sénégalaises, dans les universités publiques, avant de se retrouver aux États-Unis, suivant des trajectoires et pour des raisons qui sont vraiment variées. Mais l'autre chose, c'est que c'est la nature de l'enseignement supérieur, c'est les collaborations. Et il faut reconnaître que dans ce cadre, que la diaspora quand même peut apporter beaucoup de choses à l'enseignement supérieur sénégalais de manière générale. Il y a un certain nombre de contraintes qui est surtout trait au fait que la culture académique, la culture institutionnelle n'est pas la même. Je ne suis pas en train de dire que les universitaires sénégalais qui sont basés au Sénégal sont bons ou mauvais comparés aux universités qui sont basées dans la diaspora. Je crois que chaque membre de ces deux groupes peut apporter quelque chose à l'autre. Je crois que la meilleure façon de développer ces partenariats pour qu'ils bénéficient aux Sénégalais de la diaspora et à nos collègues au niveau de l'université sénégalaise, c'est que ces partenariats soient basés sur des termes qui sont très clairs. Et je crois que pour que ces termes-là soient trouvés, ça demande qu'il y ait un engagement, un respect mutuel. C'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on doit venir au Sénégal et faire le gros dos et croire que à chaque fois qu'on veut quelque chose, on doit l'avoir sur un plateau en or. Je crois qu'il doit y avoir un respect mutuel entre nous qui sommes à l'étranger et nos collègues qui sont au Sénégal. Et surtout qu'il y ait un échange et un partenariat équitable. Les thèmes du partenariat ne soient pas uniquement déterminés sur la base de ce que nous qui sommes dans la diaspora voulons réaliser. Facilement, il y a cette dynamique de pouvoir qui peut exister et qui peut vraiment dévoyer la coopération dans la mesure où les universités américaines ont beaucoup plus de moyens que les universités sénégalaises. Donc, tu peux, sans pourtant t'en rendre compte ou bien en être conscient,
utiliser cet avantage que tu as sur un collègue au Sénégal ou dans un autre pays du continent pour vraiment installer une structure de collaboration qui n'est pas bénéfique aux deux parties. Qui doit être à l'origine de cette collaboration? Qui en porte la responsabilité? On peut vraiment, sur la base d'un respect mutuel, travailler à établir une collaboration qui est bénéfique. Cela est d'autant possible que l'essentiel de ceux qui sont aujourd'hui professeurs dans les universités sénégalaises, chefs de département, etc., et même doyens, sont des gens avec qui on a étudié au Sénégal ou bien on a étudié ici, on a étudié en Europe, etc., etc. Donc, si vraiment on s'assoit et qu'on détermine les règles de cette collaboration, je crois qu'elle peut être bénéfique. Et là, un autre aspect, c'est qu'il faut aussi que les autorités sénégalaises soient vraiment ouvertes à créer le cadre dans lequel une telle coopération peut prospérer. Et je crois qu'il y a, jusqu'à présent, personnellement, je pense que les autorités sénégalaises n'ont pas fait tout ce qu'elles devaient faire dans ce sens-là. Il y a des initiatives personnelles qui ont très réussi dans les universités, menées par des doyens, menées par des recteurs peut-être, menées par des chefs de département ou menées par des collègues qui se connaissent, qui identifient des domaines dans lesquels ils peuvent collaborer. Il y a d'exemples que je peux citer ici et là et qui ont vraiment réussi. Et je crois que pour avoir un grand impact, cette collaboration entre les chercheurs de la diaspora et les chercheurs des universités aura besoin d'une sorte de soutien de la part des autorités sénégalaises. Et malheureusement, à ce niveau, depuis que je suis aux États-Unis, vraiment, je ne vois pas quelque chose de concret à la hauteur de l'importance de ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Pensez-vous qu'il y a une méconnaissance des besoins de la diaspora par les autorités politiques sénégalaises? À chaque fois qu'on entend nos autorités parler de la diaspora, c'est vraiment, à part la politique politicienne, généralement c'est des trucs tellement aériens. Nos autorités ne semblent pas avoir des informations détaillées sur la diaspora sénégalaise. Je crois qu'on doit aller dans le sens de au moins identifier ces gens-là. Je ne parle même pas des gens qui sont les gens de la diaspora qui sont dans les universités, mais les gens de la diaspora qui sont dans les business, qui sont ailleurs. Et les identifier, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au pays et créer les conditions pour que cette collaboration ait lieu. Généralement, ça ne demande pas de l'argent. Les gens de la diaspora, généralement, n'ont pas besoin d'argent pour faire ces collaborations-là. Un exemple très simple. Généralement, durant l'été, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'universités ici aux États-Unis n'ont pas de cours ou bien les enseignants ne sont pas obligés d'enseigner durant l'été. Et généralement, c'est durant l'été que les gens voyagent, vont dans les différentes parties du monde où ils font leurs recherches. C'est vraiment une occasion qui aurait dû être exploitée pour demander à nos collègues qui sont ici de donner un cours en chimie ou bien dans une intelligence artificielle ou bien un cours sur l'histoire des sciences, un cours sur l'anthropologie des pandémies, etc., etc. Donc, il y a tellement de spécialités et on aurait dû s'organiser pour pouvoir exploiter ces collaborations-là de manière structurée, même si ces gens qui sont dans la diaspora allaient à la retraite, le système, la structure serait déjà huilée pour que, de manière durable et de manière continue, qu'ils puissent constituer une sorte de réseau à travers lequel l'intelligence sénégalaise qui est dispersée à travers le monde, parce qu'elle n'est pas uniquement aux États-Unis, elle est un peu partout dans le monde, Brésil, un peu partout en Europe, et même maintenant en Australie, et en Asie, etc. Donc, je crois que c'est une grande manne que les autorités sénégalaises ont beaucoup négligée jusqu'ici. L'une des critiques de l'université sénégalaise est qu'elle est toujours marquée par des traditions coloniales néfastes, notamment dans le contenu et la formulation des enseignements. Quelle en est votre perception? Il n'y a pas de doute que
L'influence de la colonisation se fait sentir dans la façon dont les universités sénégalaises, particulièrement les universités publiques, sont structurées et opèrent. Ça, c'est un fait. Est-ce qu'on doit décoloniser? Absolument, c'est une urgente nécessité. On doit parler de décolonisation que si on est prêt à vraiment décoloniser. Sinon, ça serait juste un discours dans lequel on va être juste pour faire notre propre promotion de pseudo-producteurs d'idées alors qu'on n'est même pas intéressé par le changement réel. La décolonisation s'impose pour plusieurs raisons. Je crois que l'université n'est pas destinée à fonctionner en vase clos. Plus précisément, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on enseigne, les recherches qu'on mène au sein de l'université, la mission de community engagement, et tout cela, ça doit dépendre des préoccupations de la société sénégalaise. Au point, c'est fini. C'est-à-dire, l'université sénégalaise doit être la première institution à laquelle on pense, à laquelle nos décideurs pensent, s'il s'agit de trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais. Et si je dis Sénégalais, je parle de tous les Sénégalais, toutes les franges de la population dans les 4 coins du pays, dans n'importe quel domaine. C'est aussi simple que cela. Comment parvenir à réorienter la mission de l'université dans ce sens alors? Pour cela, l'université qu'on a héritée de la colonisation doit être complètement restructurée. Ce n'est pas un travail qu'on va faire en 1 année, en 2 années, en 3 années, mais au moins s'il y a un préalable, il faut qu'on commence quelque part. Et je crois que redéfinition, restructuration de l'université sénégalaise, ça doit être un agenda national, c'est-à-dire nos autorités, les autorités sénégalaises doivent absolument être à l'avant-garde de cette restructuration, de cette rupture. Faire cela, ça demande des moyens, ça demande une vision, ça demande un engagement. Ça doit venir des autorités les plus hautes. Maintenant, une fois que la vision est déterminée, définie, une fois qu'on a identifié les hommes et les femmes sénégalais qui peuvent concrétiser cette vision, qu'on s'engage à leur donner les moyens nécessaires pour cela. Je ne dis pas qu'on a tout l'argent du monde, mais je suis absolument convaincu que si nous voulions, en tant que pays, nous engager dans une dynamique de décolonisation de l'université et de faire en sorte que nos universités soient complètement branchées sur les préoccupations des Sénégalais, on pouvait faire cela. Mais je ne crois pas qu'il y ait la volonté de la part de nos gouvernants. Quand on observe l'évolution des universités sénégalaises, on se rend compte qu'il y a des initiatives pour rendre l'université plus proche des Sénégalais au fil des années. On peut citer l'introduction de langues nationales comme le Wolof et le Pulaar à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il y a la création de l'université Alioune Diop de Bombay, orientée vers le développement local. Et même, on le voit, l'organisation d'universités d'été dans différentes régions du Sénégal de manière occasionnelle. Comment comprenez-vous alors que ces initiatives n'aient pas déclenché une mobilisation générale pour la décolonisation de l'université sénégalaise? Évidemment, si on regarde au cours des 20 dernières années, on voit, dépendant du ministre, dépendant de qui est le ministre de l'enseignement supérieur, dépendant des recteurs, on voit des avancées vraiment très remarquables en termes de décolonisation, en termes de rendre l'université plus utile à la société. Mais c'est souvent des gens qui sont ministres, souvent des gens qui sont recteurs. Mais si on est recteur, si on est ministre et qu'on quitte l'institution ou qu'on quitte la position dans laquelle on était lorsqu'on impulsait ce type de changement, la personne qui suit après vous peut avoir d'autres priorités. Cela ne peut pas amener un changement durable. Il va falloir que, en tant que nation, nous décidions au plus haut niveau du gouvernement, que nous décidions que nous voulons changer notre université pour au moins qu'elle soit engagée de manière sérieuse à répondre aux préoccupations, à répondre aux questions que les Sénégalais se posent dans leurs différentes activités, qu'ils soient
des cultivateurs, qu'ils soient des businessmen ou women, qu'ils soient des entrepreneurs sociaux, qu'ils soient des scientifiques, qu'ils soient des créateurs, etc., etc. La décolonisation passera nécessairement par ce changement radical et c'est un changement nécessaire. Il doit être mené de la manière la plus sérieuse possible et on est déjà en retard. C'est-à-dire, si je dis on est déjà en retard, je veux dire que ce travail de restructuration complète de l'université, elle devait commencer depuis longtemps. Bon, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois qu'il est possible et il est nécessaire, il est absolument nécessaire que cette décolonisation, de cette restructuration de l'université dans le cadre de sa mission soit faite de la manière la plus sérieuse possible. Vous avez abordé le rôle du gouvernement plus tôt. Quelle est leur part de responsabilité pour redresser le système éducatif du Sénégal qui est en crise? Le désordre, il n'est pas uniquement imputable au gouvernement, c'est vrai, mais je crois que c'est le gouvernement qui a la responsabilité de fixer les règles de fonctionnement du système éducatif en collaboration avec les enseignants, en collaboration avec les parents d'élèves, en collaboration avec les étudiants eux-mêmes. Et je crois que créer un cadre dans lequel tous ces composants de la communauté éducative pourraient s'exprimer, pourraient contribuer leurs idées dans la recherche d'un système éducatif, d'un contenu éducatif qui est utile. La décolonisation de l'université ne pourra réellement être complète si on ne tient pas compte de l'impact de la colonisation les autres niveaux du système éducatif, allant de la maternelle jusqu'au secondaire. Nous avons vraiment besoin au Sénégal de revoir notre système éducatif de fond en comble et de nous poser une série de questions. Qu'est-ce que nous voulons que ceux qui sortent de notre système éducatif deviennent? Quel type d'entrepreneurs voulons-nous créer? Quel type d'enseignants voulons-nous créer? Quel type de leaders communautaires voulons-nous créer? Quel type d'ingénieurs voulons-nous créer? Quel type d'artistes voulons-nous créer? Et tout cela, les autres pays l'ont fait et c'était sur la base de réflexion. Nous avons de temps en temps, au cours des 30 dernières années, engagé des réflexions nationales allant dans ce sens. Même si ces réflexions ont été très importantes, elles débutent bien, elles aboutissent à des conclusions qui sont bien ficelées, mais la mise en place, la concrétisation des recommandations de ces consultations nationales a toujours fait problème. Soit le gouvernement n'a pas la témérité d'aller dans le sens d'une concrétisation, ou bien il n'est même pas intéressé. Donc, il va falloir que tout cela soit vraiment une préoccupation majeure de nos gouvernants pour qu'on puisse arriver à un moment où on va avoir un enseignement complètement décolonisé, entièrement centré sur nos préoccupations en tant que nation dans le cadre d'une Afrique de l'Ouest qui doit être intégrée politiquement, économiquement et culturellement, mais également en tant que nation dans le cadre d'une Afrique unie. On a beaucoup parlé de la politique et du monde académique. La collaboration entre les chercheurs de la diaspora sénégalaise et les cercles politiques au Sénégal est également un secteur à développer. Sur quelle base peut-on construire une collaboration fructueuse entre ces deux environnements? Les universités sénégalaises ont beaucoup de problèmes, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même une bonne expertise sénégalaise qui est respectée au niveau international. Et il faut que nos dirigeants aillent dans le sens d'avoir confiance à cette expertise et faire en sorte que cette expertise soit vraiment utilisée et sollicitée à chaque fois que c'est nécessaire. En faisant cela, faire en sorte que cette expertise-là continue de s'approfondir, continue de se diversifier. Au lieu d'aller prendre des consultants européens, américains, les payer les yeux de la tête au moment où la même expertise existe au niveau national. Donc, encore une fois, l'université doit servir à quelque chose. L'université devrait être un des éléments du cœur de la nation.
Si cette connexion n'existe pas, cette centralité de l'université, elle n'est pas une réalité, c'est parce qu'il y a un problème. Quoique, il est absolument urgent qu'on aille dans le sens de régler ce problème-là. La responsabilité, comme j'ai dit, elle est partagée. Mais vraiment, les gouvernants, le gouvernement sénégalais a la première responsabilité de créer le cadre. Parce qu'une fois que le cadre est créé de manière consensuelle, une fois que le cadre est créé et qu'il corresponde à ce que les Sénégalais attendent de l'université, on pourra voir qui joue le jeu et qui ne joue pas le jeu. Et à ce niveau, il va falloir qu'il y ait la reddition de comptes, elle est absolument importante dans une société qui se respecte. C'est quelque chose qu'on attend de l'enseignant, c'est quelque chose qu'on attend de l'étudiant, et c'est quelque chose qu'on attend du doyen, du recteur, du ministre et du président de la République. Visitez le site internet www.senegalpolitique.org pour écouter plus de podcasts sur les 14 régions du Sénégal et sa diaspora. Vous pouvez également lire ces podcasts sous forme d'articles en suivant Wati sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'initiative Sénégal Politique.